Le président français Emmanuel Macron préside une cérémonie d'accueil en l'honneur du secrétaire général et président Tolom au palais de l'Élysée. Les entreprises se concentrent sur le développement du marché intérieur pour augmenter leurs ventes d'ici la fin de l'année. Les localités s'efforcent d'accélérer la mise en œuvre de la campagne nationale visant à éliminer les maisons temporaires et délabrées d'ici 2025. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal francophone. Le secrétaire général du comité central du Parti communiste du Vietnam, PCV, président vietnamien Tolom, à la tête d'une délégation vietnamienne de haut rang, effectue une visite officielle en France sur l'invitation du président français Emmanuel Macron. La cérémonie d'accueil officielle du dirigeant vietnamien Tolom s'est tenue dans la matinée du 7 octobre au Palais des Invalides à Paris. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a présidé la cérémonie d'accueil. La visite du secrétaire général et président Tolom est la première visite en France du chef de l'État vietnamien ces 22 dernières années, contribuant à approfondir davantage le partenariat stratégique Vietnam-France. Après 50 ans d'établissement de relations diplomatiques et 10 ans de partenariat stratégique, la confiance politique entre les deux pays s'est de plus en plus renforcée. Actuellement, la France est l'un des principaux partenaires européens du Vietnam en matière de tourisme, de commerce, d'investissement et d'APD. La France est également le 5e partenaire commercial européen du Vietnam, avec un chiffre d'affaires en 2022 atteignant 5,3 milliards de dollars. L'année dernière, la France se classait au 3e rang des pays européens et au 16e rang parmi 114 pays et territoires investissant au Vietnam. Le nombre d'étudiants vietnamiens étudiant en France a augmenté d'environ 40% au cours des 10 dernières années et compte actuellement plus de 10 000 étudiants. Chaque année, le gouvernement français dépense environ 5 millions d'euros pour soutenir les activités des centres culturels français à Hanoï, à Ho Chi Minh Ville, à Hue et à Da Nang. La France se classe au 7e rang des pays et territoires investissant le plus dans le secteur touristique au Vietnam, avec 14 projets d'une valeur totale de 188 millions de dollars. Toujours ce lundi 7 octobre, le président français Emmanuel Macron a présidé une cérémonie d'accueil en l'honneur du secrétaire général et président Tolom au palais de l'Élysée. Le secrétaire général et président Tolom a remercié l'accueil chaleureux que le président Emmanuel Macron, les hauts dirigeants et les amis français lui ont réservé ainsi que la délégation vietnamienne. Il a félicité la France pour l'organisation réussie d'événements internationaux majeurs, tels que les Jeux olympiques de Paris 2024 et le 19e sommet de la francophonie. Le secrétaire général et président Tolom estime qu'avec la haute détermination des dirigeants et les peuples des deux pays, les relations Vietnam-France se développeront au plus haut niveau et que la France participera plus activement et plus profondément à une nouvelle ère de progrès pour le peuple vietnamien. Après la cérémonie, les deux dirigeants ont tenu une conférence de presse. La France occupe toujours une place importante dans la politique étrangère du Vietnam, avec un rôle et une position importante au sein de la communauté francophone et dans le monde. Face au développement des relations Vietnam-France, ainsi que celui du contexte régional et international, les relations entre les deux pays doivent plus que jamais être élevées au rang de partenariat stratégique global. De ce fait, la France deviendra le premier pays de l'Union européenne à nouer un partenariat stratégique global avec le Vietnam. Avec la volonté et la détermination de rendre les relations entre les deux pays plus profondes et plus concrètes, j'espère que lors de l'entretien avec Monsieur le Président, nous discuterons en détail des orientations et des solutions stratégiques pour élever les relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique global. Des questions maritimes pour le Vietnam, nous allons aussi retrouver de la convergence avec l'organisation dans les prochains mois du One Water Summit
et en juin prochain de la conférence des Nations Unies sur les océans à Nice. Ensuite, le deuxième pilier repose sur nos coopérations économiques. Je suis convaincu que l'exceptionnelle réussite du Vietnam offre de nouvelles opportunités pour des projets communs. Le visionnement en énergie est au cœur d'une relation de confiance. Dans l'après-midi du 7 octobre, le secrétaire général et président Tolum a rencontré la présidente de l'Assemblée nationale française, Yael Braun-Pivet. Les deux dirigeants sont convenus de porter le partenariat stratégique Vietnam-France à un nouveau niveau en promouvant une coopération et un échange accru de délégations entre les parlements des deux pays. Le secrétaire général et président Tolum a proposé que l'Assemblée nationale française achève bientôt la ratification de l'accord de protection des investissements Vietnam-UE, EVIPA, et soutienne le retrait du carton jaune de la CE pour les produits aquatiques vietnamiens. La présidente de l'Assemblée nationale française s'est quant à elle engagée à continuer de soutenir le Vietnam dans son adaptation au changement climatique, notamment dans le cadre du partenariat de transition énergétique JETP. Dans le cadre de sa visite officielle en France, le secrétaire général et président Tolum a participé à une série d'activités. Tout de suite, en bref et en images. Le secrétaire général et président Tolum a assisté au Forum francophone des affaires à Paris, où il a remis le prix des entreprises francophones exemplaires au groupe FPT du Vietnam et à la société Made for Women de Madagascar. Prenant la parole lors de cet événement, il a souligné l'engagement du Vietnam en tant que membre actif de la communauté francophone, tout en félicitant les entreprises lauréates pour leur dynamisme et leur créativité dans les domaines des sciences et des technologies. Il a également mis en avant la reconnaissance de FPT comme un témoignage de la participation proactive du Vietnam au sein de la francophonie. Accompagné d'une délégation de haut niveau, le secrétaire général et président Tolum a visité des endroits où le président Ho Chi Minh a vécu et travaillé au cours de ses premières années en France. Dimanche, à Montreuil, à proximité de Paris, Tolum et la délégation vietnamienne ont déposé une gerbe de fleurs au monument du président Ho Chi Minh. Ils ont ensuite observé une minute de silence en mémoire de Ho Chi Minh avant d'exprimer sa gratitude envers les autorités et les habitants de Montreuil pour leur dévouement à préserver l'héritage du leader vietnamien. À Sainte-Adresse, près du Havre, le secrétaire général et président Tolum a participé à l'inauguration d'une plaque commémorative dédiée au président Ho Chi Minh. La plaque érigée dans le parc Mascolier marque l'endroit où le leader vietnamien a séjourné pendant un mois entre 1911 et 1912, alors qu'il était engagé dans son long voyage pour l'indépendance du pays. Samedi à Paris, le secrétaire général et président Tolum a rencontré plus de 100 représentants de la diaspora vietnamienne en France, ainsi que des membres de l'Union des Vietnamiens en Europe et des employés de l'ambassade du Vietnam. Tolum a réaffirmé l'engagement du Vietnam à mobiliser toutes les ressources pour atteindre ses objectifs de développement, soulignant l'importance des contributions des 6 millions de Vietnamiens résidant à l'étranger. Il a exprimé sa reconnaissance pour le rôle actif des Vietnamiens résidant en France dans la lutte pour l'indépendance et le développement du pays. Il a également encouragé la communauté à maintenir l'esprit de solidarité et la fierté nationale, tout en préservant la langue et la culture vietnamienne pour les générations futures. Passons tout de suite à d'autres actualités du jour. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé ce lundi 7 octobre la réunion gouvernementale mensuelle à Hanoï, connectant le siège du gouvernement aux 63 localités du pays. Dans son discours d'ouverture, le chef du gouvernement a souligné des défis actuels tels que l'instabilité mondiale et les répercussions du typhon Yagi dans le nord du pays. Malgré ces obstacles, le Vietnam montre des signes encourageants. La croissance au troisième trimestre a atteint 7,4%, soit la deuxième plus élevée des 5 dernières années. La macroéconomie demeure stable, l'inflation est sous contrôle et la sécurité nationale est assurée.
Pour maintenir cette dynamique, le Premier ministre a appelé à tirer parti des atouts du pays et à saisir les opportunités extérieures, notamment grâce à l'assouplissement des politiques monétaires mondiales. Il est également crucial de surmonter les dégâts du typhon Yagi et de lever les obstacles institutionnels, notamment pour faciliter la mobilisation des ressources auprès du secteur privé et de la société civile. Au cours des 9 premiers mois de cette année, les revenus totaux des ventes au détail de biens et des services ont atteint plus de 4,7 millions de milliards de dong, soit une augmentation de 8,8% par rapport à la même période de l'année dernière. Le quatrième trimestre est toujours le moment où la demande intérieure connaît la croissance la plus forte de l'année. Tous les secteurs se concentrent sur le développement du marché intérieur pour augmenter leurs ventes d'ici la fin de l'année. Ce sont les 6 chambres de villas de villégiature nouvellement construites de cet hôtel. Grâce à une croissance positive, cet hôtel a investi davantage. Le nombre de visiteurs a augmenté de plus de 200%. Nos chambres sont toujours complètes le week-end. Nous investirons davantage pour servir les touristes. La croissance du tourisme entraîne une demande accrue de transport de passagers et de services de restauration. Au cours des 9 derniers mois, le secteur des services a augmenté de 6,95%, ce qui a grandement contribué à la croissance globale. À l'aube du 4e trimestre, la plupart des systèmes de vente au détail ont prévu de diversifier leurs sources de produits pour assurer leur approvisionnement. Nous élargissons la coopération avec les coopératives de Lâm Đồng et du Sud et nous ajustons notre plan de production pour garantir un approvisionnement suffisant à la fin d'année. Récemment, des solutions telles que la réduction de la TVA à 8%, l'élargissement du crédit à la consommation et la résolution 143 pour aider les entreprises à rétablir la production après la tempête numéro 3 ont eu un impact positif, motivant sur le marché intérieur. La demande des consommateurs s'est rétablie, le nombre de touristes a également augmenté. Le gouvernement a aussi publié la résolution 72 réduisant la TVA de 10 à 8%. Nous atteindrons certainement notre objectif. Avec l'investissement et les exportations, la consommation intérieure est l'un des 3 piliers de la croissance, avec un point particulier qui est la motivation interne de la croissance. C'est la solution la plus rapide et la moins coûteuse. Par conséquent, donner la priorité à la stimulation de la consommation intérieure au cours du dernier trimestre de l'année est considéré comme une solution adéquate pour promouvoir la croissance du PIB cette année. Les tarifs de frais maritimes du Vietnam vers les Amériques ont continué de baisser au cours des premiers jours d'octobre. Au 3 octobre, les prix ont chuté de 5% par rapport à la semaine précédente et sont en baisse de 43% par rapport à juillet, la moyenne actuelle étant de près de 3 500 $ pour un conteneur de 40 pieds. Cette baisse significative des tarifs de frais devrait stimuler la croissance des exportations de marchandises. En réponse à ces changements du marché, l'administration maritime vietnamienne a déclaré qu'elle surveillerait de près la situation, en particulier les routes maritimes vers les Amériques, afin de fournir des conseils opportuns pour aider les entreprises à atténuer les risques. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
Selon le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, près de 400 000 maisons temporaires et délabrées ne répondent pas aux normes de base en matière de fondation, de charpente et de toiture. Ce problème est particulièrement urgent dans les zones reculées exposées aux catastrophes naturelles. Ces localités ont un besoin urgent de ressources supplémentaires pour atteindre l'objectif national d'éliminer les maisons temporaires et délabrées d'ici 2025. La maison temporaire de Hương et son mari ressemblait davantage à une étable à bétail. Le couple a reçu une subvention gouvernementale de plus de 40 millions de dong et a emprunté 60 millions de dong supplémentaires par le biais de prêts de politique sociale. Avec le soutien de leurs proches, ils ont pu construire une nouvelle maison qui a coûté près de 200 millions de dong. Avec le soutien du gouvernement, nous avons travaillé dur pour construire une maison solide. Nous nous sentons en sécurité. Cette maison sur pilotis existe depuis plus de 60 ans. Chaque année, cet homme doit réparer le toit et ajouter des feuilles de palmier pour éviter les fuites. Avec plus de 40 millions de dong d'aide gouvernementale et un prêt supplémentaire de 60 millions de dong, il est déterminé à construire une nouvelle maison. Sans le soutien du gouvernement, nous n'aurions pas pu y arriver. Notre famille est en difficulté, même si les enfants travaillent, c'est toujours incroyablement difficile. Les ménages pauvres reçoivent en priorité une aide à la construction de maisons car ils ne peuvent pas se permettre de contribuer financièrement aux réparations ou à la nouvelle construction. À 95 ans, Ngam vit avec sa fille de 75 ans dans leur maison sur pilotis et elles dépendent uniquement de l'aide du gouvernement. Leur maison a récemment reçu un soutien communautaire pour le toit et les murs, ce qui leur permettra de vivre plus confortablement pendant les années qui leur restent. Nous espérons sincèrement un soutien accru du gouvernement, des ressources sociales et des philanthropes pour éliminer complètement les maisons temporaires de notre district. Le programme Un foyer chaleureux pour mon peuple a mobilisé plus de 5 932 milliards de dong à l'échelle nationale pour soutenir 61 provinces et villes, garantissant que les ressources sont disponibles pour éliminer les maisons temporaires et délabrées d'ici 2025. Hanoï est plus belle que jamais ces jours-ci. Des drapeaux et des fleurs aux couleurs vives brillent sous le soleil doré et le ciel bleu, célébrant le 70e anniversaire du jour de la libération de la capitale. En se promenant dans les rues de Hanoï à cette époque de l'année, on comprend mieux pourquoi ceux qui sont loin aspirent aux journées d'automne de la capitale. L'automne à Hanoï possède un charme particulier auquel aucune autre saison ne peut se comparer. À 5h30 du matin, Hanoï se réveille avec l'image familière des livres de journaux autour du lac Hoàn Kiếm. Les habitants sortent dans la rue, font de l'exercice ou se promènent pour profiter du beau temps. Parmi eux se trouve Quy, un homme né à Hanoï. À cette époque de l'année, il fait souvent du vélo autour du lac Hoàn Kiếm pour admirer la beauté de la ville. La ville a été modernisée, mais conserve toujours son charme d'antan. Il est difficile de décrire ce sentiment, mais Hanoï sait toujours se rendre mémorable. Le ciel bleu et le soleil doré de l'automne touchent le cœur des gens. Ceux qui vivent à l'étranger, comme Hạnh et son mari en France, choisissent les journées d'automne pour y revenir. Sortir et profiter du beau temps comme ça est vraiment rafraîchissant. J'ai toujours envie de revenir voir Hanoï et j'aime vraiment l'automne de Hanoï. Chaque Hanoïen exprime son amour pour la ville de manière unique. Tuấn, par exemple, a choisi de jouer des mélodies sur l'automne de Hanoï pour les visiteurs de la capitale. Cette saison est devenue une source inépuisable d'inspiration pour son âme d'artiste. J'ai été témoin des changements de la ville. Je suis né à Hanoï, ma maison est là, nichée au milieu de petites rues et ruelles.
L'automne à Hanoï conserve toujours son charme. La douceur du climat automnal séduit les Hanoïens et les visiteurs étrangers. L'automne à Hanoï évoque la nostalgie chez ceux qui vivent loin, tandis que les habitants chérissent ces beaux jours qui renforcent leur amour pour la ville. La calligraphie esthétique s'exprime de manière unique et s'expose dans un espace d'art contemporain. C'est ce que les spectateurs ont pu voir avec le parfum éternel du pinceau et de la pierre à encre, la première exposition à grande échelle consacrée à l'art de la calligraphie vietnamienne organisée à Hanoï. L'exposition marque également un tournant dans la calligraphie de langue nationale, un art vieux de près d'un siècle. Rencontrons l'un des calligraphes qui ont contribué à l'exposition avec des œuvres impressionnantes et découvrons son amour pour la calligraphie vietnamienne. Le parfum éternel du pinceau et de la pierre à encre est considéré comme la première exposition à grande échelle organisée spécifiquement pour la calligraphie de la langue nationale et a attiré l'attention d'un large public. Des phrases classiques des poèmes ou des extraits d'œuvres littéraires et poétiques écrites sur Thang Long Hanoï sont exprimés dans de nombreux styles créatifs remarquables hors du cadre de la calligraphie traditionnelle. Tous sont présentés dans un espace d'exposition contemporain. L'événement rassemble plus de 700 grandes et petites œuvres de calligraphes des 3 régions du pays. Parmi les participants à l'exposition se trouve Kiều Quốc Khánh, pseudonyme Nguyệt Trà. Il est l'un des calligraphes vétérans de Hanoï qui pratique l'art de la calligraphie depuis plus de 20 ans et est célèbre pour combiner harmonieusement la calligraphie orientale et occidentale. Bonjour Nguyệt Trà, que ressentez-vous en participant à l'exposition Le parfum éternel du pinceau et de la pierre à encre? L'événement a réuni des calligraphes des 3 régions du pays. La calligraphie en langue nationale est une matière artistique, une activité indispensable dans le flux général de la calligraphie dans le pays. C'est aussi l'occasion d'introduire une nouvelle perspective sur la calligraphie des langues nationales, exprimée dans une perspective contemporaine. Quelles œuvres avez-vous choisi de présenter dans cette exposition? Comme il s'agit d'une exposition célébrant le 70e anniversaire de la libération de la capitale, j'ai choisi 3 œuvres qui écrivent les enseignements de nos ancêtres, tirées des stèles doctorales actuellement conservées au Temple de la littérature. Et j'ai choisi des chansons célèbres composées sur Hanoï. J'ai fait en sorte que les paroles ressemblent au vieux quartier de Hanoï. Dans mes œuvres, j'utilise de nombreuses techniques de peinture à l'encre, comme la dissolution ou l'alternance entre les tons. Depuis de nombreuses années, le cours de calligraphie de la langue nationale de Kiều Quốc Khánh a lieu régulièrement chaque semaine et attire un grand nombre d'étudiants de tout âge. Ils sont tous amateurs d'art et souhaitent trouver de nouvelles façons d'exprimer le vietnamien. La calligraphie transmet facilement des messages aux gens, car tout le monde peut la lire et la comprendre. Chaque personne a une manière d'écrire différente, c'est ainsi qu'elle exprime sa personnalité à travers son écriture. Nous apprenons à créer des lettres vietnamiennes basées sur la calligraphie. Après seulement 20 à 30 minutes de pratique de la calligraphie, je me suis sentie passionnée. Partout dans le pays, de plus en plus de clubs et de cours de calligraphie sont créés.
Cela montre que l'intérêt des gens, en particulier des jeunes, pour la calligraphie se renforce. Aujourd'hui, la calligraphie en écriture nationale est de plus en plus populaire. En quoi la calligraphie en langue nationale est-elle différente de la calligraphie traditionnelle? La calligraphie en langue nationale atteint plus facilement le public car elle utilise les mêmes mots que nous utilisons quotidiennement. Elle utilise des lettres latines avec des traits arrondis. Cela permet aux auteurs d'être créatifs de plusieurs manières. Le nom est principalement constitué de traits de style droit et comporte des règles spécifiques. Par conséquent, l'application des techniques de calligraphie pour écrire des caractères doit dépendre de la pensée créative de chaque auteur. Comment se développe le mouvement de création et d'expression de la calligraphie en langue nationale actuellement? L'art de la calligraphie traditionnelle intéresse beaucoup les experts et de nombreuses expositions ont été organisées. Mais la calligraphie traditionnelle a une limite. Le public est de plus en plus jeune et a très peu de contact avec les caractères chinois. C'est pourquoi nous nous tournons vers la calligraphie de langue nationale pour apporter des valeurs traditionnelles à l'écriture contemporaine. Mes étudiants prennent désormais conscience des valeurs les plus profondes, des valeurs culturelles du peuple vietnamien. Qu'attendez-vous du développement de la calligraphie en langue nationale? Nous sommes en train de faire de la calligraphie de la langue nationale un sujet artistique distinct, afin de pouvoir contribuer à honorer les valeurs littéraires et historiques de la nation. Encore une fois, merci pour cet entretien. En fin de journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.